Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est la troisième vidéo où on parle de comprendre et de décoder les maladies et comprendre le sens surtout des maladies et des douleurs. Dans la deuxième vidéo, je vous mettrai le lien en dessous bien sûr, on s'était arrêté aux intestins, on avait vu intestin grêle, l'intestin, le gros intestin, etc. Je vous avais raconté un peu une anecdote par rapport à une de mes clientes. Là, on va continuer et du coup, je m'étais rendu compte que j'avais oublié quand même un des organes importants et du coup, je lui accorde une grande importance, ça va être les seins, d'accord? Très important, les seins. Donc, avant de commencer, je vous rappelle un petit peu à quoi ça sert de comprendre le sens d'une maladie ou d'une douleur. Donc, c'est un signal qui est physique, que notre corps nous donne. Donc, évidemment, première chose à faire, c'est aller voir un médecin, se faire soigner, ça c'est évident. Regardez si aussi il y a des médecines alternatives, ce qu'on appelle la médecine douce, qui peut aussi prendre en charge vos problèmes de santé, pourquoi pas. Ça peut être aussi un accompagnement, c'est intéressant de faire les deux. Dans la médecine douce, moi je pense par exemple aux cures thermales, à l'acupuncture, à la naturopathie, voilà, plein de choses comme ça. Hein. L'énergétique aussi, pourquoi pas, ça peut permettre de rebooster, mais pas on rejette l'un et au profit de l'autre. Non, on peut mettre les deux en symbiose. Et la troisième chose que l'on peut faire, c'est d'aller un petit peu plus loin et d'essayer de comprendre qu'est-ce que notre corps veut nous dire, quel est le message de mon corps, pourquoi je souffre, pourquoi tel organe est en souffrance, qu'est-ce que ça renvoie par rapport à moi, mon histoire, à ce qui se passe dans ma vie actuellement. Et là, on a des découvertes qui sont incroyables. Et moi, c'est dans cette troisième voie que je m'installe pour vous expliquer justement les problèmes liés à chaque organe. Donc là, on va reprendre sur les seins. Alors les seins, c'est simple à comprendre que c'est en lien avec l'affectivité, tout ce qui est de l'ordre de l'affect et évidemment la maternité aussi. Alors, quand on retrouve un kyste dans la poitrine, je prends mes lunettes pour relire mes notes parce que comme je vous ai dit, j'ai écrit tellement de choses que je ne me souviens pas de tout par cœur. C'est un sentiment souvent de tristesse. Alors, on peut faire une différence entre le sein droit, le sein gauche, je ne le ferai pas ici. Il y en a un, c'est plus pour le couple, l'autre, c'est plus les enfants. Bon, c'est pas très important. C'est surtout un sentiment, donc le kyste, de faiblesse, un sentiment d'impuissance devant la souffrance d'une autre personne. Par exemple, ça peut être une maman, son enfant est malade et elle a un kyste à la poitrine parce qu'elle ne supporte pas que son enfant soit malade. Voilà, ça c'est vraiment, on souffre de la souffrance de quelqu'un d'autre et on se retrouve dans l'incapacité de l'aider et même de pouvoir, on se dit j'arrive même pas à consoler cette personne. Donc ça peut être, je vous dis, un enfant, un conjoint, un ami, peu importe. Ok? Donc c'est vraiment cette tristesse-là. Évidemment, on va aborder je dirais la maladie, hélas la plus courante chez les femmes. Quand on parle de cancer, on parle souvent de cancer du sein, donc on ne pouvait pas faire l'impasse là-dessus. Alors toujours pareil, je vous demande d'avoir vraiment une ouverture d'esprit et de regarder si ça résonne avec vous, si vous avez eu un cancer du sein ou si vous avez un cancer du sein. Si ça ne résonne pas avec votre histoire, c'est que votre histoire dit autre chose, d'accord? C'est pas une vérité absolue, ce que je dis c'est une généralité. Donc on se rend compte quand même, dans énormément de cas, qu'il y a eu un choc psychologique entre 3, 6 mois et 9 mois avant la déclaration du cancer. Très très souvent, un choc qui va, c'est pas la cause du cancer, ça peut déclencher le cancer, d'accord? Alors là j'ai fait la différence. Donc le sein gauche, ça peut être un conflit avec un enfant, un parent, un grand-parent, ou une perte brutale, ou une séparation brutale avec un parent, un enfant, ou un grand-parent, d'accord? Et le sein droit, on est plus lié à un conjoint, ou une personne qui a autorité et qui peut faire office de conjoint. En général, on est dans ce genre de choc émotionnel. Voilà, moi j'ai eu beaucoup de mamans qui ont eu par exemple un enfant qui a eu un très grave accident, le choc, la peur, 6 mois après on développe un cancer. Ça arrive, c'est très très fréquent. Ou alors mon conjoint me trompe, m'a trahi, j'ai un choc, hop, je développe un cancer. C'est pas que ça comme explication évidemment, mais il y a beaucoup de similitudes, donc essayez de voir un petit peu si ça peut vous parler.
Alors, un autre organe, c'est la rate. La rate, ça correspond à la capacité d'évacuer quelque chose et d'évacuer les problèmes, de lâcher prise, de laisser partir. Souvent, on se rend compte que les personnes qui peuvent avoir un problème à la rate, donc qu'est-ce que j'ai marqué? Elles ont le sentiment d'avoir raté quelque chose. Elles ont le sentiment qu'il y a quelque chose, ou le couple, ou la carrière, etc., qu'elles ont raté et elles ont du mal à tourner la page. Donc ça peut amener un problème au niveau de la rate. Avoir à creuser, bien sûr. Alors on passe aussi à un autre organe qui est très important et qui peut être très souvent affecté, ce sont les reins. Les reins, c'est souvent une peur en lien avec notre survie, ou alors ça peut être la peur d'être agressé, ou la peur d'un climat un petit peu de violence, d'agressivité, ou peur qu'on agresse un de nos proches. Voilà, il y a quelque chose lié à l'agressivité. Les reins, ça peut parler aussi de notre territoire, d'accord, de qu'est-ce qui nous appartient à nous. C'est la peur aussi de perdre quelque chose de matériel, l'argent notamment, évidemment. Ça peut être la peur de perdre une maison, ça peut être une peur de perdre un être cher aussi. On vit dans la peur, on retient, et il peut y avoir un problème donc au niveau du rein lié à cette peur qui est comme ça, qu'on n'arrive pas à contrôler, d'accord? C'est une peur qui est consciente et inconsciente, c'est quelque chose d'assez subtil. Vous voyez que souvent quand même, dans les problèmes de santé que j'ai évoqués, on parle souvent de perte, de peur, de rupture, de choses comme ça, parce que c'est vraiment des événements forts dans la vie qui peuvent déclencher des problèmes de santé, d'accord? Très souvent. Alors, dans les reins, on a les calculs rénaux. Les calculs rénaux, c'est souvent lié à une colère. On a souvent des pensées qui sont dures, un peu des pensées de rancœur, de rancune, de colère, contre quelqu'un d'autre, mais aussi contre soi-même. On peut s'en vouloir d'avoir été berné, d'avoir été abusé, soit intellectuellement, soit financièrement, soit... Il y a ce sentiment qu'on s'est joué de moi et je m'en veux d'avoir été crédule, d'accord? Il peut y avoir ça. Par exemple, c'est arrivé à un de mes clients qui avait eu une arnaque immobilière et 8 mois, 9 mois après, on a dû lui enlever des calculs dans les reins. Donc voilà, il y a ce lien entre les reins et cette colère qui est dirigée contre soi, mais avec la rancœur, d'accord? Vraiment avec cette rancœur. Alors, on va passer à un autre organe, évidemment, qui est très important, surtout dans le corps d'une femme, puisque vous n'en avez pas, messieurs, c'est l'utérus. L'utérus, évidemment, c'est le symbole du foyer, c'est le symbole de la famille, c'est le symbole de la vie, vraiment, de la création. Je voudrais parler d'un trouble qui touche une femme sur 10, c'est énorme. Il y a énormément de femmes qui souffrent de cette maladie, c'est l'endométriose. Alors, l'endométriose, à chaque fois que j'en ai parlé avec une de mes clientes qui a de l'endométriose et que je lui ai donné un petit peu l'analyse qu'on en donne par rapport à ce problème-là, m'a dit oui, ok, ça me parle, ça me touche. Donc, encore une fois, on est dans quelque chose de très général, d'accord? Ça peut être, quand on a de l'endométriose, une peur inconsciente, bien sûr, ou un refus de la maternité. On a peur d'être mère et il y a une part de soi aussi qui refuse d'être mère. Il y a un sentiment de doute, de dévalorisation quant à sa capacité à être mère. Est-ce que je vais être une bonne mère? Est-ce que je vais assumer ce rôle? On a peur de ne pas être à la hauteur de cette tâche-là. Et je vous dis, franchement, j'ai parlé avec beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose. Quand j'ai évoqué ce point-là, ça a rentré tout de suite en résonance avec des peurs qu'elles avaient, d'accord? Hein, ça veut pas, quand on dit refus d'enfant, c'est pas ah j'aime pas les enfants, c'est bon, soit je ne veux pas d'enfant, ok, mais je pense que quand une femme est alignée avec le fait qu'elle ne veut pas d'enfant, qu'elle n'a pas un désir de maternité, c'est ok quoi, c'est aligné. Là c'est je refuse parce que j'ai peur, vous voyez, c'est pas je refuse parce que je ne veux pas, c'est autre chose. Qu'est-ce que j'ai mis encore, hein? Ah oui, il y a aussi une peur inconsciente et qui peut revenir aussi en rapport avec son histoire personnelle, que l'enfant puisse s'immiscer dans le couple et peut-être détruire le couple. Donc on se dit, mon couple il fonctionne, si j'ai un enfant, est-ce que ça va fonctionner à 3? Donc après à voir en fonction de son histoire personnelle,
Si par exemple, quand vous êtes né, votre père a abandonné votre mère, est-ce qu'inconsciemment vous n'avez pas peur que cette histoire se rejoue? Vous voyez les choses un petit peu qui peuvent se rejouer. En tout cas, l'endométriose a vraiment un rapport avec cette histoire de maternité, peur d'être mère, peur de ne pas y arriver, peur qu'il y ait un intrus dans la famille, etc. Voilà, essayez de creuser là-dedans. S'il y a des femmes qui ont de l'endométriose et qui ne se sentent pas concernées par ce que je dis, n'hésitez pas à me dire, vous, comment vous l'analysez, d'accord? Vous, comment vous le ressentez dans votre corps, cette endométriose. Ça peut être une autre piste et ça peut être intéressant pour les autres personnes aussi. Alors, évidemment, il y a aussi, quand on parle d'utérus, du cancer de l'utérus. Alors, le cancer de l'utérus est souvent lié à une grande déception par rapport à son conjoint, ou sa conjointe, avec un sentiment d'incompréhension, avec peut-être aussi même de la trahison, un conjoint qui est parti, qui a trahi, ça peut aussi amener un cancer. On avait parlé des seins tout à l'heure, ça peut aussi toucher l'utérus. On a des émotions qui sont très fortes, douloureuses et qui sont en lien vraiment avec la déception, avec voire même un peu d'amertume, en lien avec le conjoint et en lien également avec les enfants qui vivent encore dans le foyer ou qui peuvent venir de temps en temps dans le foyer. C'est pas forcément qu'ils vivent dans le foyer, mais on est déçu de leur comportement par rapport à nous. Ça peut éventuellement créer un cancer de l'utérus, toujours, hein, vous le savez, avec des guillemets, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui nous reste? On a parlé des organes des femmes, on va parler un peu des hommes. La prostate, la prostate. Alors, la prostate, c'est un sentiment d'impuissance dans son aspect masculin chez l'homme, dans son aspect sexuel, mais aussi dans son travail, dans son couple. On a l'impression qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on a du mal à accepter qu'on n'est plus aussi rapide, déterminé, fort, puissant, et donc il y a un sentiment d'impuissance, d'accord? Et je vous parle encore, c'est pas qu'une impuissance sexuelle, c'est aussi une impuissance dans la vie, de sentir qu'on vieillit, qu'on n'est plus dans le coup, et il y a beaucoup d'hommes qui peuvent le prendre très 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 mal, hein. Par exemple, un homme qui est licencié à 55, 58 ans, et on lui fait bien comprendre que allez hop, c'est bon, t'es vieux, on n'a plus besoin de toi, alors qu'il s'est investi toute sa vie dans son travail. Ça peut être quelque chose de très violent à vivre, d'accord? Et le cancer de la prostate, on va en parler également, c'est la même problématique, et en plus avec des peurs de perte donc on se sent impuissant, et en plus on a peur de perdre sa conjointe, on a peur de perdre son emploi, on se sent incompétent, on se sent complètement inefficace. Il peut y avoir même un sentiment de nihiliste, un petit peu, de se dire mais j'ai plus besoin d'exister, à quoi ça sert, je sers à plus rien, d'accord, hein, je me sens vraiment incompétent, et la vie n'a plus de sens, hein. Il y a quelque chose de très profond au niveau de pourquoi j'existe finalement, si je suis plus bon à rien, si je suis plus dans ma puissance d'homme, quoi, hein, de virilité un peu, d'accord, et de capacité à faire les choses et être fort, protecteur, dans cette espèce de carapace un petit peu patriarcale que l'homme s'est un peu créé, qu'il a avec le cancer de la prostate, bim, boum, boum, il y a tout qui s'écroule. Donc c'est assez douloureux en général. Alors on va rester un peu dans le même genre d'organes, on va passer à la vessie. La vessie, c'est un problème de territoire, c'est en lien avec notre espace personnel, avec nos affaires, avec ce qui est important pour nous. À l'époque, on parlait souvent de la cystite de la jeune mariée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça dans les années 70-80. Parce que la jeune mariée, c'est quoi? Elle quittait ses parents, elle s'installait avec son mari, et du coup, elle avait l'impression de ne plus avoir son espace personnel, parce qu'elle le partageait avec son conjoint et tout. Et souvent, on disait que les jeunes mariés avaient des cystites, sans qu'on comprenne pourquoi. On disait, ah bah oui, c'est la sexualité. Non, pas du tout. C'est qu'il y a ce sentiment de ne pas avoir son territoire, et c'est très important d'avoir ses affaires, son territoire, etc. Il y a aussi une peur qui est liée à une personne qui peut représenter l'autorité. D'où le mariage, un jeune marié, peur de son conjoint, même, pas forcément qu'il l'a frappé, mais on est sous la domination. À l'époque, hein, les femmes étaient un peu sous la domination de leur mari, hein, elles passaient de la domination du père, donc elles s'étaient habituées, et là, hop, nouvelle domination, domination du mari.
nouvel environnement, j'ai plus mes repères, voilà, donc hop, cystite, d'accord? On peut avoir, quand on a des cystites à répétition, on peut avoir un sentiment d'impuissance face à une autorité, ou alors on a le sentiment qu'on n'a pas soi-même assez d'autorité dans sa vie, qu'on a un problème d'autorité, de s'imposer dans sa vie. Ça peut être aussi, vous voyez, il y a toujours ce système inverse, d'accord? Donc, avoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans votre vie, est-ce que vous avez votre espace vital, etc. Si vous avez souvent, surtout des cystites, hein, ça peut vouloir parler de ça. Il y a aussi une chose importante dans la cystite qui vient encore corroborer ce que je viens de dire, c'est le fait de savoir mettre des limites. C'est-à-dire que j'ai mon territoire, mais est-ce que je sais mettre des limites aux autres ? Que ce soit à mon conjoint, à mes enfants, à mes parents, à mes amis, etc. Je ne sais pas poser les limites. Donc ça aussi c'est important en tant qu'adulte, et d'apprendre à respecter son espace vital, mais son espace aussi mental, son intimité, donc en mettant des limites. Voilà, dernière petite chose que je voulais rajouter. Chez les enfants, on peut parler également de l'énurésie, qui est très importante. Hein, voilà, je fais juste une petite excursion là-dedans parce que c'est en rapport avec la vessie. Les enfants qui ont des problèmes de cystite ou d'énurésie sont des enfants qui ont un sentiment d'insécurité dans leur territoire. On le voit beaucoup, il faut le dire, hein, moi je connais bien ce problème-là. On le voit beaucoup chez les parents qui ont divorcé, où les enfants sont une semaine là, 2 jours là, 2 jours là. On le voit chez les enfants qui ont peur d'un des parents, qui ont vraiment très peur d'un des parents, et d'un des parents qui peut être envahissant, et l'enfant ne se sent pas en sécurité, ne se sent pas avoir un territoire à lui, et donc il y a ce pipi au lit, hein, cette énurésie. Ça peut être aussi un enfant qui va prendre trop en charge la souffrance d'un de ses parents, et à un moment donné, s'il est trop à être responsable, je vous parle, énurésie, on commence à parler d'énurésie à partir de 4-5 ans, hein, d'accord? Jusqu'à 3, 4 ans, 5 ans, un enfant qui fait pipi au lit, bon, bah, ça fait partie de la vessie qui s'éduque. Hein. Mais à partir de 5 ans, 7 ans, 8 ans et plus, évidemment, que là, on parle d'énurésie. Ça peut être donc un enfant qui prend trop en charge la souffrance d'un de ses parents aussi, ou un enfant qui a trop peur d'un de ses parents, ou les deux, d'accord? On a peur d'un et on prend en charge la souffrance de l'autre. Waouh, où est sa place? Il n'a plus de place, il n'a pas d'espace vital. Donc c'est une façon aussi de le manifester. Donc un enfant qui a des troubles d'énurésie, c'est un enfant qui a besoin qu'on lui laisse de la place et qu'il puisse s'exprimer à un moment donné. Et c'est sa façon inconsciemment de dire j'existe, je suis là, quoi. Ok? Alors on va terminer avec le sang, parce que le sang c'est pas un organe, mais ça circule de partout, on en a un petit peu besoin quand même. Évidemment, le sang, c'est quoi? C'est la vie, c'est la joie de vivre. Les personnes qui font de l'anémie, qui ont souvent de l'anémie, ont un problème lié à un sentiment de solitude. Il y a une sorte de manque d'intérêt pour la vie et pour les autres. Il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de jus. Ce sont des personnes qui ont un profond sentiment de dévalorisation de soi, et elles ont un sentiment d'être à côté de leur vie. Alors, si on a un tout petit peu d'anémie de temps en temps, il faut prendre un complément de fer, etc. Mais si on souffre d'anémie chronique et qui peut être même grave, à voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Est-ce que votre vie vous remplit vraiment de la joie, de bonheur, et surtout, c'est vraiment ce sentiment de pas voir l'avenir, quoi, qu'il n'y a pas de futur, que c'est pas intéressant, on n'a plus d'intérêt, pas d'intérêt pour la vie, d'accord? Et on va terminer par la leucémie. La leucémie, c'est parfois lié à un événement qui est venu toucher au cœur, au plus profond de la personne. Cet événement est venu la toucher au plus profond d'elle-même, profondément. Et elle se sent complètement impuissante, sans défense, avec un grand sentiment de découragement, d'abandon dans la lutte pour la vie. D'accord? Il y a vraiment encore cette notion de vie, hein, la leucémie, le sang, etc. Il y a un abandon, qu'est-ce que j'ai marqué? Qu'il n'y a rien à faire, c'est peine perdue, on se dévalorise soi-même parce qu'on n'arrive vraiment pas à faire face à une situation qui nous arrive, à un changement, à un événement qui n'était pas prévu, qui tombe soudain.
Et du coup, on se dit non, bah, j'abandonne, je veux plus me battre, c'est bon, la vie c'est trop dur, je me sens pas à la hauteur, je me dévalorise, donc ça peut déclencher une leucémie. Alors, là j'ai terminé, bien sûr, parce que j'en ai déjà fait beaucoup. Encore une fois, je vous le répète, toutes ces interprétations sont à prendre avec vraiment des grandes généralités, d'accord? C'est vraiment des grandes généralités. Chaque cas est particulier, chaque cas est unique. Il faut toujours voir l'avis du médecin, bien sûr. Et puis, si vous avez envie de comprendre vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui a fait que cette maladie, pourquoi j'ai ça, pourquoi j'aimerais comprendre le sens, c'est un travail personnel. Hein. C'est pas du tout dans un bouquin ou même dans cette vidéo que vous aurez la réponse complète à votre interrogation. Alors oui, il y a des choses, forcément ça va vous parler, mais si vous voulez aller plus en profondeur, encore une fois, moi je vous propose un focus coaching de 3 ou 6 séances où on va vraiment aller en profondeur, essayer de comprendre le sens de votre maladie, ce que votre corps veut vous dire et le message qu'il a à vous faire passer, et surtout de l'écouter, de l'entendre et de prendre les bonnes décisions et faire les bons choix. D'accord? Ça c'est très important. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute, de votre bienveillance. Vous savez maintenant que je suis beaucoup sur Instagram, beaucoup. Je fais plein de petites vidéos. Tous les dimanches soirs à 21 h, je fais un live méditation également. Donc, allez-y, vous avez le lien de ma page Instagram. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!